En 1906, durant l'été, Konstantin Stanislavski se retira en Finlande. Il était physiquement et moralement épuisé. Après s'être astreint pendant 8 ans à un rythme incessant de production, il jouait, mettait en scène et continuait de s'occuper de ses affaires. Mais son esprit créateur était tari. Lors de sa première tournée à l'étranger, le théâtre d'art de Moscou avait connu un extraordinaire succès. L'acteur Stanislavski avait été idolâtré. On avait aussi vu en lui un metteur en scène visionnaire. Il fut perçu tel un prophète d'une terre mystérieuse, apportant lumière et vérité au théâtre européen. Mais cette gloire ne lui avait guère apporté de joie face à la noire pensée qui le hantait. Il avait perdu sa force créatrice. Son jeu était devenu mécanique. Stanislavski était le point de mire des critiques de Moscou. On faisait de lui des dessins satiriques. Il se sentait devenu sa propre parodie. Aussi, à 43 ans, vint-il se réfugier là, dans la calme solitude du golfe de Finlande, décidé à faire un examen critique de sa vie et à évaluer les forces et les faiblesses de son art. Il allait choisir le cours qu'il donnerait désormais à sa vie. Pendant 8 semaines, il se livra à la plus intense réflexion. De cette quête, sa femme Lilina écrivit: quelle étrange façon de prendre du repos. Il ne nage ni ne se promène, mais il demeure écrivant et fumant tout le jour dans une pièce obscure. Stanislavski était persuadé que son salut résidait dans l'étude attentive de la technique du jeu de l'acteur, à laquelle il s'était essayé pendant 20 ans. Il rassembla son journal, ses carnets de notes et cahiers de régie où se trouvaient les souvenirs et les observations de toute une vie sur scène, et il commença à jeter les bases d'un manuel de l'acteur. Durant les 30 années suivantes, il allait être habité par l'obsession de perfectionner un système du jeu de l'acteur. Pour l'heure, il était aux prises avec les principes les plus fondamentaux de ce système. Il ne quittait son bureau en fumée que pour donner lecture de ses notes à Lilina. Une question n'avait cessé de le tourmenter, à laquelle il revenait toujours comme harcelé. Comment les plus grands comédiens, Ladouze, Salvini et Chaliapine, pouvaient-ils passer d'un rôle à l'autre, soir après soir, et trouver l'inspiration à chaque représentation? Comment évitaient-ils de jouer mécaniquement ou de tomber dans les clichés? Quel était leur secret? Il se rendit compte que l'inspiration est un état qui peut être stimulé. Et il s'employa à formuler de manière systématique une grammaire du jeu de l'acteur, à mettre au point un ensemble d'exercices pratiques ayant fonction d'une clé que l'on tourne afin que toute une série de mécanismes psychologiques se mettent en place comme un verrou que l'on actionne. Ainsi, l'acteur parviendrait au niveau du superconscient, comme l'appelait Stanislavski, et là, il trouverait l'inspiration créatrice pour chaque représentation. Stanislavski était prêt à regagner Moscou. Il avait défini 2 lois essentielles. Au cours du processus créatif, l'acteur doit se servir de sa propre expérience de la vie. Il doit aussi décomposer son rôle en divers éléments qui, une fois étudiés et résolus séparément, sont à nouveau réunis pour construire le personnage.
première révolution avait pris fin. Le tsar avait accordé quelques concessions limitées et une Douma avait été formée. À l'aide d'importants effectifs, l'armée et la police avaient rétabli l'ordre dans les rues. Le théâtre d'art put à nouveau ouvrir ses portes. Ils décidèrent de donner comme première pièce un grand classique russe, Le malheur d'avoir trop d'esprit de Griboïdov. Stanislavski rompit avec la tradition qui imprégnait cette œuvre très aimée. Il modifia le rythme de la pièce, introduisit des pauses. Il jouait le rôle du marchand Famouzov, dont il ne fit pas l'aristocrate auquel on s'attendait, mais un personnage infiniment plus simple. Le théâtre était devenu son laboratoire, et chaque production constituait une expérience sur le chemin du système à parfaire. L'euphorie que faisait naître cette effervescence créatrice ne dura pas. Très vite se fit jour la tension sous-jacente qui existait depuis longtemps entre Stanislavski et Nemirovitch. Les sièges qui, au théâtre, leur étaient réservés, furent séparés, ce qui symbolisa la rupture. Nemirovitch s'opposa farouchement à l'étrange obsession nouvelle de Stanislavski. Il alléguait que le théâtre devenait son terrain de jeu personnel et il craignait que les nouvelles méthodes de travail mises en place par Stanislavski n'amènent à multiplier heures de répétition et coûts de production. Un plan de bataille fut dressé. La troupe du théâtre se divisa en deux camps. Les brandistes contre les dramistes, nommés selon les productions que préparaient les deux hommes. Pour cette saison, je vais donner Brand et Stanislavski le drame de la vie. Nous répétons séparément et indépendamment l'un de l'autre, moi dans le foyer et lui sur la scène. Cela était nécessaire étant donné les continuelles divergences artistiques qui nous séparent. Nemirovitch trouvait absurdes les nouvelles méthodes de répétition de Stanislavski. Il boycotta la générale du drame de la vie. Stanislavski était furieux. C'est une saleté, une revanche. Je ne puis demeurer plus longtemps dans une telle atmosphère. On attaque mon système, car il élimine de l'art les conventions et les clichés. Les deux premières allaient bientôt avoir lieu. Stanislavski déclara que Nemirovitch réduisait le Brand d'Ibsen à un pavé d'ennui. Le public allait se prononcer. Malgré l'excellente interprétation de Vassili Katchalov, dont la voix fut enregistrée dans ce rôle, la pièce fut trouvée sans caractère. Mais la production de Stanislavski fut elle aussi détestée. Et cette catastrophe ne prêcha guère en faveur des mérites de son nouveau système. Entraînés par Nemirovitch, la plupart des comédiens trouvaient aberrantes les nouvelles idées de Stanislavski. La répétition consistait pour les acteurs à imiter des chiens, des chats, des coqs, aboyant, miaulant et chantant autour d'un Stanislavski enchanté. Bien qu'habitués aux élans de l'imagination de Stanislavski, les acteurs pensèrent que là, il était allé trop loin. Pourquoi servirait-il de cobaye à ces folles expériences? Stanislavski devint un sujet d'ironie, on le raillait. Comment prendre au sérieux de nouvelles pratiques si étranges? Les deux hommes tentèrent d'éviter la confrontation. De leur bureau, ils communiquèrent par lettres. Constantin Sergueïevitch, vous avez tout à coup décidé de donner libre cours à votre volonté, sans réaliser que votre tempérament prendrait le dessus et ruinerait tout ce que nous avons bâti.
Vous transformez des questions importantes en jouets personnels. Vladimir Ivanovitch, le caractère exceptionnel de notre partenariat fut notre respect mutuel. Cela n'est plus. Nous tirons notre entreprise dans des directions opposées et, ce faisant, la détruisons. Leurs menaces avaient toujours été suivies de réconciliation. Ils étaient comme ces couples perpétuellement sur le point de divorcer tout en sachant qu'ils ne pourraient survivre l'un sans l'autre. Mais ils respectèrent la promesse qu'ils s'étaient faite 10 ans plus tôt de ne pas laisser leurs différends porter atteinte au théâtre. En 1908, Stanislavski démissionna. Tandis qu'avaient lieu les préparatifs pour la nouvelle saison, le théâtre était confronté à la perspective de perdre son âme créatrice. On lui promit que s'il poursuivait son travail d'ensemble, il aurait droit à une production expérimentale de son choix à chaque saison. Stanislavski déclara qu'il pourrait faire progresser le théâtre vers un genre nouveau, le symbolisme. Il voulait affronter le défi d'exprimer l'abstraction sur scène. Une pièce le fascinait particulièrement, L'Oiseau bleu de Maeterlinck. Stanislavski dirigea 150 répétitions, un chiffre record pour le théâtre et un désastre pour la comptabilité de Nemirovitch. Stanislavski affirmait que le temps du metteur en scène despote était révolu. Les acteurs devaient se faire créateurs. Il les força à trouver la motivation intérieure en utilisant l'action physique. Son intransigeance et sa rudesse irritaient la troupe. Il n'y a aucune recherche de la motivation intérieure. Je suis le seul qui pense un peu. Je dois galvaniser la volonté de chaque acteur et vivre pour chacun d'eux. Sa détermination fut récompensée. L'Oiseau bleu fut la production la plus célèbre de Stanislavski. Il avait mené le théâtre au-delà du réalisme. Il était parvenu à exprimer l'abstraction et, grâce au système, ses acteurs avaient trouvé un chemin pour pénétrer l'imagination de l'enfant. Le 5 mai 1908, la troupe a cessé de rire de mes expériences. Elle écoute ce que j'ai à dire avec la plus grande attention. Nous répétons le réviseur. La première du Révisor eut lieu le 18 décembre. Stanislavski étonna beaucoup en annonçant que la pièce de Gogol marquerait un retour au réalisme, mais un réalisme enrichi, le grotesque. L'action physique très poussée aurait l'effet d'une loupe sur les pensées profondes et les émotions des personnages. Pour la première fois, les comédiens s'exercèrent selon une technique que Stanislavski appela la mémoire affective. Un son, un effleurement ou un parfum peuvent déclencher des souvenirs venus de l'expérience personnelle de l'acteur. Avec eux ressurgissent les gestes et les sensations qu'ils évoquent et qui peuvent alors être intégrés au rôle. Stanislavski prouvait le bien fondé de son système par une véritable série de succès à la scène. Mais à quel prix? Il existe une maladie, Stanislavski. Il n'est plus metteur en scène, il est devenu professeur. Je purgerai le théâtre de cette infection, Stanislavski. Les découvertes de Stanislavski n'étaient pas toutes le résultat de recherches ardues. Ainsi, alors qu'il préparait La vie de l'homme, d'Andreïev, il trouva tout à fait par hasard un moyen pour faire apparaître et disparaître comme par magie les acteurs de la scène. En utilisant du velours noir sur fond de velours noir. Cela ne s'était encore jamais vu.
Grâce à cette illusion, la scène atteignait un haut niveau de symbolisme. Pour la pièce de Tourguenieff, Un mois à la campagne, Stanislavski s'enferma avec la troupe dans une petite salle de répétition qui devint une serre psychologique. Il ne jouait qu'avec les yeux et les expressions du visage, les âmes irradiaient. Ce fut un extraordinaire succès. Cela força tout le monde à être attentif à mon système, mûrement élaboré pour ce travail. Ce fut une tâche redoutable et fascinante. Une fois encore, l'imagination sans limite de Stanislavski était avide d'expériences nouvelles. Il était temps pour lui de réaliser un nouveau voyage à travers il s'était engagé dans une phase de quête mystique, développant sa théorie du culte de l'homme qui faisait du noble destin de l'humanité une véritable religion. L'île enchantée de Gorky attirait les grands artistes et écrivains de l'époque. Le groupe comptait aussi des penseurs politiques comme Lénine, Bogdanov, Bazarov et Anatoly Lunarcharsky, qui allait devenir le premier commissaire du peuple à l'instruction publique de la Russie soviétique et jouer plus tard un rôle important dans la vie de Stanislavski. Gorky ouvrit les yeux de Stanislavski sur les possibilités de l'improvisation et l'emmena à Naples voir le travail du théâtre Scarpetta, où les plus célèbres acteurs de la Commedia dell'arte, sous la direction de Scarpetta, exploraient les éblouissantes ressources du mime. Stanislavski quitta l'Italie l'esprit en proie à une idée de Gorky. Il monterait un atelier de théâtre. Il créerait une nouvelle génération de comédiens. Il poursuivit son voyage spirituel. En Allemagne, il découvrit les théories de l'anthroposophe Steiner et le langage de l'âme de Dalcroze, l'eurythmie. Cela confirmait sa théorie selon laquelle un mouvement inspiré peut exprimer l'esprit intérieur. Il étudia le bouddhisme, le yoga, Jung, les théories de Ribot sur le pouvoir de la volonté. À Moscou, une autre inspiration l'attendait. Isadora Duncan exerçait alors une influence considérable. Elle pensait que l'intuition humaine était en directe harmonie avec les forces cosmiques de la nature. Comme Stanislavski, elle pensait que la créativité naissait de la nature, liée à des lois universelles. Stanislavski fut séduit par Isadora, dont la fraîcheur et l'énergie l'inspiraient. Ils parlèrent d'ouvrir une école qui serait rattachée au théâtre. Isadora ne cacha pas son désir de compter Stanislavski au nombre de ses conquêtes. Il lui expliqua aussitôt que jamais il ne trahirait Lilina. Ils demeurèrent compagnons dans l'art et eurent une relation épistolaire régulière et affectueuse. En réunissant les deux énergies les plus explosives du théâtre européen, Isadora eut un rôle de catalyseur. Son ancien compagnon, Gordon Craig, et Stanislavski commencèrent une collaboration qui allait durer 3 ans pour monter Hamlet. Ce fut l'affrontement de 2 titans.
La scène de Moscou n'avait jamais rien vu de semblable. La production survécut difficilement à la violente incompatibilité des deux hommes. Craig vivait dans les royaumes de la métaphysique. Il s'occupait d'abstraction, était peu pratique. Nombre de ses décors étaient impossibles à construire. D'importantes sommes d'argent furent gaspillées. Il était tyrannique, incapable dans son monde onirique de communiquer ses objectifs ou de diriger une répétition. Il rejetait la croyance de Stanislavski en l'acteur créateur. Pour lui, les comédiens étaient des marionnettes. Finalement, il se plaignit de l'autoritarisme de Stanislavski lorsque celui-ci, ayant recouvré son instinct professionnel, s'employa sans relâche à donner forme et style à la pièce. Le soir du 23 décembre 1911, après bien des vicissitudes, fut enfin donnée la première de Hamlet avec Katchalov dans le rôle principal. Un événement d'importance historique naquit de cette collision de génie. Les structures architecturales de Craig introduisirent pour la première fois sur scène le concept des 3 dimensions. Mais Hamlet était marqué au sceau de Stanislavski, viril, plein d'énergie, de noblesse humaine et de passion contrôlée. Stanislavski voyait l'Europe encenser Craig. Mais il était satisfait. Son système s'était révélé approprié pour un grand classique. Maintenant, il était temps de convaincre Nemirovitch de l'utilité de créer un studio. La troupe divisée était en émoi. Le conseil d'administration se réunit. Stanislavski cessa purement et simplement d'assister aux répétitions. Finalement, Nemirovitch consentit à financer le projet. Ainsi fut fondé le premier laboratoire de théâtre au monde. Stanislavski afficha des annonces invitant les jeunes comédiens à s'inscrire au studio. Le choix de ses fondateurs allait s'avérer crucial. La première génération de disciples entièrement formés selon le système porterait le talent de Stanislavski à travers le monde entier. Nemirovitch sentait Stanislavski s'éloigner de lui. Il continuait de jouer et de mettre en scène au théâtre principal, mais il était de cœur avec les étudiants. Des rêves anciens ressurgirent. Stanislavski acheta des terres en Crimée où ses nouveaux disciples pourraient vivre et travailler ensemble, loin des tensions de la ville. Léopold Soulergitski, principal assistant de Stanislavski, entièrement conquis au système, fut choisi pour diriger le studio. Avant de devenir metteur en scène au théâtre d'art, Soulergitski avait mené une vie très aventureuse. Il fut exilé pour avoir refusé de servir dans l'armée du tsar. Il organisa l'émigration au Canada d'une secte persécutée. Il introduisit illégalement en Russie des presses d'imprimerie pour Gorky et pour cela fut à nouveau emprisonné. En 1900, Gorky le présenta à Stanislavski dont il devint l'ami le plus proche. Le premier studio était au printemps de sa vie, grâce au cœur ardent de Soulergitski. La vie de l'été au cœur de la nature ne serait pas en vain. À la lumière du soleil s'ouvrirait l'âme des comédiens. Le travail physique les aiderait à faire naître en eux l'unisson. La jeune équipe mûrissait rapidement dans l'esprit de Pouchkino, la première communauté du théâtre d'art en 1898. Pour la première fois depuis bien des années, Stanislavski était heureux et satisfait. C'était un cercle choisi, bouillonnant de talent, ayant pour centre Stanislavski, leur professeur et père. Le noyau du théâtre moderne se trouvait là. Alice Kounan, qui fut l'une des fondatrices du célèbre théâtre Kamerny à Moscou. Richard Boleslavski, qui devint metteur en scène en Europe et aux États-Unis et qui le premier y enseigna une version du système. Evgeny Vartangov, que Stanislavski considéra comme son fils spirituel et artistique, le metteur en scène le plus talentueux de tous. Et Mikhail Tchekhov,
l'acteur prodige, qui devint une autorité en Europe et à Hollywood et enseigna son propre système. Stanislavski ouvrit un second puis un troisième studio, mais il ne put retenir sa famille prodige. Les uns après les autres, les jeunes loups se rebellaient contre leur maître. C'étaient les débuts du cinématographe dont les possibilités fascinaient les étudiants du premier studio. La nouvelle industrie avait besoin d'eux et soudain leur offrait des fortunes. Ils apparaissaient dans des films à l'eau de rose, des mélodrames. Stanislavski trouvait qu'ils trahissaient leur art et leur talent et il leur interdit le cinéma. Mais les jeunes loups ignorèrent ce diktat, ils piratèrent même des productions du théâtre d'art. Ainsi, à travers ses activités clandestines, les théories de Stanislavski sur le jeu de l'acteur s'insinuèrent dans la grammaire de cette nouvelle et extraordinaire forme artistique du XXe siècle. L'été 1913 fut euphorique. Le temps était suspendu, la Russie flottait entre deux époques. C'était le temps des rêves, le calme avant la tempête. Pour célébrer le 300e anniversaire du règne des Romanov, le tsar Nicolas II parcourait son empire. Il y avait une vague de loyalisme. Il semblait qu'après tout, la Russie pourrait trouver un chemin paisible vers la démocratie. Pour le théâtre d'art aussi, l'avenir semblait plein de promesses. Les figures les plus influentes du théâtre le portaient au nu. Les offres de tournée en Europe et en Amérique étaient légion. Pour fêter leurs 15 ans de collaboration, Stanislavski et Nemirovitch organisèrent pour le théâtre d'art une croisière sur la Volga. Cette célébration avait de l'époque le caractère léger. Ayant le pressentiment que le temps était compté, Stanislavski se jetait à corps perdu dans les préparatifs du Kapustniki, une tradition qui, chaque année, faisait revivre les soirées au chou du passé. Ce très rare document d'archives montre Stanislavski dirigeant les répétitions d'un sketch comique. Lors du carême, l'Église orthodoxe fermait les théâtres pendant 7 semaines. Les comédiens se donnaient alors un spectacle de variété avant de prendre la traditionnelle soupe aux choux. Le Kapustniki inspira directement la naissance du cabaret satirique russe, comme la célèbre chauve-souris à Moscou et à New York. Stanislavski savoura ces moments légers. À partir de ce moment, sa vie et son travail allaient être inexorablement liés au destin de la Russie. Stanislavski demeurait l'acteur souverain de son temps. En 1913, il obtint un triomphe pour le théâtre d'art principal en interprétant le rôle d'Argan dans Le Malade imaginaire. Les critiques déclarèrent que c'était son meilleur rôle depuis le docteur Stockman. Mais nul ne sut combien de difficultés Stanislavski avait éprouvées pour parvenir à cette création. Plus il enseignait et expérimentait le système, plus il était aux prises avec sa propre façon de jouer.
le comte Ripafrata dans la Locandiera lui apporta de terribles doutes. Les failles dans sa confiance se laissaient entrevoir. Le 19 juillet 1914, la guerre fut déclarée par l'Allemagne. L'ordre du vieux monde vint à sa fin. Le tsar ignora l'avis de ses ministres qui alléguaient que la Russie n'était pas prête pour la guerre, mais il était déterminé, la Russie s'acquitterait de son rôle historique de défenseur des peuples slaves. Mal équipée et peu entraînée, l'armée fut mise en pièces. L'unique recours qui restait à la Russie était la source semblante inépuisable de jeunes hommes pour stopper la machine de guerre allemande. Stanislavski avait de si funestes pressentiments qu'il en fut souffrant. Lorsqu'éclata la guerre, il se trouvait bloqué dans une ville d'eau à Marienbad, avec Lilina et un petit groupe de comédiens du théâtre d'art. Le climat était farouchement anti-russe. Plus d'une fois, Stanislavski pensa qu'ils allaient être abattus. Il leur fallut 2 mois de dangereux voyage pour regagner la Russie. Stanislavski exhorta immédiatement le théâtre à mettre son art au service du combat. Ils allaient insuffler au peuple l'élan de la culture russe. Mais ce n'était pas la première fois qu'ils se trompaient sur l'attente du public. La Russie n'espérait pas un message patriotique de ses planches sacrées. Leur choix du répertoire 3 pièces de Pouchkine fut un désastre. Avec Mozart et Salieri, Stanislavski poussa trop loin l'analyse. Il chercha des motivations qui étaient absentes du texte de Pouchkine. Il perdit la beauté des vers en introduisant des pauses psychologiques sans fondement. Il ne parvint pas à sentir le rôle de Salieri qu'il interprétait. Les critiques le descendirent en flammes. Nemirovitch blâma en ces termes le système. « Mon cher Constantin Sergueïevitch, votre monstrueuse ambition ne tarira jamais. Pourquoi ne pouvez-vous accepter le fait que vous n'êtes point Dieu, que vous êtes seulement un homme ?» Mais tandis que le théâtre d'art échouait, le premier atelier saisissait admirablement l'esprit du moment. Soulergitsky et Vartangov montèrent le grillon du foyer de Dickens. C'était une célébration du caractère sacré de la vie, de l'esprit de l'homme transcendant la tragédie du monde. Stanislavski était tourmenté par son échec personnel, mais pour lui, aussi bien que pour la Russie, l'agonie ne faisait que commencer. En 1916, on comptait déjà 2 millions de morts. Autant d'hommes étaient renvoyés mutilés dans leur foyer. Le sacrifice semblait vain. Maintenant, jeunes garçons et hommes âgés étaient envoyés au front. Et ceux qui étaient chez eux mouraient de faim. C'est sur ce fond atroce de souffrance humaine que le théâtre d'art prépara la saison de 1917. Il ne pouvait monter qu'une pièce. Ce fut Le bourg de Stepanchikovo de Dostoïevski. Plus tard, Stanislavski allait l'appeler Ma tragédie. Alors qu'une année entière et 156 répétitions avaient été consacrées à ce travail, Nemirovitch, impatient, prit les rênes et insista pour que Stanislavski repense le rôle du colonel Rostanev. Stanislavski ne put s'adapter à la nouvelle ligne.
on le vit sangloter dans les coulisses. Nemirovitch l'écarta de la pièce. Cette blessure n'allait jamais guérir. Stanislavski n'interpréta plus aucun rôle nouveau. Mais son esprit accablé allait subir une autre tragédie. Soulergitski succomba à une crise cardiaque. Avec lui, Stanislavski perdit son compagnon le plus fidèle et un vrai défenseur du système. La Russie glissait peu à peu hors de tout contrôle. En février 1917, épuisé par la guerre, le peuple prit en main sa destinée. Dans toutes les villes, grandes et petites, il y avait des grèves et des manifestations. La Douma fut renversée. Le gouvernement provisoire de Kerensky fut formé. Stanislavski n'était pas un idéologue politique. Comme bien des intellectuels russes, il aspirait à la démocratie, mais il pensait que la révolution devait être lente et ne faire couler aucun sang. Il accueillit néanmoins avec enthousiasme la libération miraculeuse de la Russie, la renaissance d'une nation. Les faits se précipitaient. Le 2 mars, le tsar abdiqua. Comme pour toute chose dans sa vie, Stanislavski jaugea l'importance de l'événement à l'aune du théâtre. C'était pour lui la chance de réaliser son rêve de fonder des théâtres du peuple afin d'éclairer l'homme simple par le biais de l'art. Il devint brutalement le camarade Stanislavski. Sa fortune personnelle fut entièrement saisie. Ces usines devinrent propriété d'État. Elles furent transformées en aciéries. Il courait sans cesse le risque d'être dénoncé comme ennemi de classe. En octobre, Trotsky et ses gardes rouges prirent Petrograd. Le gouvernement provisoire fut renversé et les bolcheviks s'emparèrent de la révolution. Maintenant, les Russes tuaient les Russes. La férocité de la guerre civile décima le pays. Il y eut des millions de morts. Le processus de soviétisation ne pouvait être arrêté. Lénine avait pris le contrôle de Moscou. Les forces révolutionnaires fermèrent le théâtre d'art. 3 semaines plus tard, celui-ci fit appel auprès du soviet de Moscou. Il lui fut répondu: Rouvrez votre théâtre dès que possible et faites ce que vous avez à faire. Le théâtre semblait avoir l'approbation de Lénine. Il redonnait un classique, La Cerisée. L'interprétation de Moskvin était merveilleuse. Вот садовник прислал, говорит так, чтобы их это в столовой поставить. Les qualités de la production parfaites. Mais quelque chose n'allait pas. Вот мне принесешь. Слушайте, Алексей. Le monde avait fait un pas de géant en avant. Le théâtre d'art fut soudain accusé d'être un anachronisme bourgeois. Une nouvelle garde menée par Mayakovsky, Zagorski, Blum et Meyerhold lança des attaques dévastatrices. Ils représentaient le tranchant idéologique aigu de la Révolution. Ils affirmaient que le théâtre d'art était une relique, qu'il n'avait rien à voir avec la nouvelle société. La Révolution avait lâché des forces radicales qui possédaient l'immense énergie réfrénée durant les années de répression. La principale force idéologique était le proletculte. Il avait pour objectif une révolution culturelle amenée parallèlement à la restructuration politique de la Russie. Un programme de rééducation culturelle fut projeté pour les ouvriers. L'immense potentiel créatif des masses serait enfin libéré. Lénine lui-même n'était pas partisan du proletculte. Connaissant l'immense impact de l'art, il craignait que le proletculte ne libère des forces culturelles incontrôlables par le parti. Malgré cela, le proletculte pouvait encore à ce moment-là aller de l'avant. La période était au libre débat, car la ligne culturelle soviétique officielle n'avait pas encore été fixée.
Ainsi, Stanislavski fut pris au cœur d'un jeu de pouvoir entre les forces d'extrême gauche, qui ne voulaient rien de moins que la destruction totale de l'art pré-révolutionnaire, y compris le théâtre d'art, bourgeois et méprisé, et les forces modérées qui souhaitaient une fusion du passé et du présent. Lunarcharski, le nouveau commissaire du peuple à l'instruction publique, prit fermement position pour Stanislavski. Lénine accorda au théâtre un statut officiel et des subsides de l'État. Pour les anciens du théâtre d'art, il était clair qu'il leur fallait prouver qu'ils n'étaient pas des parasites se reposant sur de vieux lauriers. Le théâtre devait démontrer son appartenance au nouvel âge. Mais comment y parvenir ? Alors que Stanislavski déplorait que les nouvelles formes de théâtre ne soient que les véhicules de slogans politiques, contrefaisant l'art. Le mouvement du proletculte se propagea rapidement. Une folie du théâtre balayait la Russie. Un réseau de clubs d'ouvriers et d'ateliers de théâtre fut mis en place avec des amateurs venus des masses qui donc représentaient vraiment l'art du peuple. L'ultime objectif était d'éliminer le théâtre professionnel existant encore, n'en conservant que quelques-uns, désignés comme théâtre académique de l'État. La plus grande crainte de Stanislavski était que le front du théâtre révolutionnaire ne détruise toutes les valeurs professionnelles. Il pensait être le seul à pouvoir sauver le patrimoine de la Russie pour le transmettre au peuple, non comme un objet de musée, mais comme un art vibrant de vie. La bataille pour l'âme spirituelle de la société qui venait d'être créée devint une lutte de byzantine ampleur. Ses villes ravagées, son économie détruite, la Russie entrait dans les années 20. Désormais apparaissait une nouvelle peur. Son agriculture étant ruinée, le pays était en proie à la famine. En désespoir de cause, la nouvelle économie politique fut introduite qui tolérait un nombre limité d'entreprises privées pour stimuler la reprise. La reconstruction avait commencé. Dans le monde du théâtre, un nouveau pouvoir régnait déjà. L'avant-garde montait, elle avait fait du constructivisme son nouveau culte, et, à la grande crainte du théâtre d'art, elle avait couronné Vsevolod Meyerhold, roi incontesté. Meyerhold avait considérablement progressé dans une nouvelle dimension poétiquement expressive du mouvement physique. Il avait instauré la biomécanique, un vocabulaire de base des gestes qu'un comédien peut faire sur scène afin de transmettre son message. Aux yeux de Stanislavski, Meyerhold avait une fois encore réduit l'acteur à une simple fonction mécanique. Meyerhold collaborait maintenant avec Vladimir Mayakovsky, l'un des fondateurs du mouvement futuriste, une force nouvelle et vibrante dans l'art européen. C'était un artiste graphiste, poète, agitateur et propagandiste. Son Mystère Bouffe fut déclaré la première vraie production soviétique. C'était une allégorie sur la conquête des nantis par les opprimés. Quant à Mayakovsky, il disait du théâtre d'art de Moscou qu'il était putrescent. Alexandre Taïrov, un autre prince du nouveau théâtre, s'était joint à l'attaque contre Stanislavski. Avec sa femme, Alice Kounen, une élève de Stanislavski, Taïrov avait fondé le théâtre Kamerny. Sa Phèdre, avec Kounen dans le rôle titre,
fut acclamée comme l'une des plus grandes productions de la première période soviétique. Ils lancèrent les décors cubistes et un style formellement chorégraphié. Même Evgeny Vartangov, autrefois étudiant vedette de Stanislavski, se joignit aux critiques. À la suite de profondes divergences artistiques avec Stanislavski, il était parti pour fonder sa propre école. Mais en 1921, il revint diriger le 3e studio. Il travaillait aussi avec le nouveau théâtre juif, Habima, et dirigea le Dybouk qui unissait la profondeur psychologique apprise lors de ces années Stanislavski à des formes scéniques extrêmement inventives. En 1922, il mit en scène la princesse Turandot de Carlo Gozzi. Meyerhold, Tairov et Eisenstein saluèrent cette œuvre comme le travail d'un maître du théâtre. Comme les autres élèves rebelles, Vartangov fit toujours une distinction très nette entre Stanislavski, le génie qui les avait fait éclore, et le théâtre d'art de Nemirovitch qu'il méprisait. Le théâtre lui-même était désormais sans défense face aux diatribes de ces nouveaux grands prêtres de la culture soviétique. Il n'y avait aucune nouvelle production. Stanislavski était désormais réellement isolé. Il était tel un vieux professeur désenchanté dont la classe d'élèves talentueux aurait rejeté les vérités du passé. Mais venus au secours de leur maître, Vartangov et Meyerhold tentèrent de l'inciter à travailler avec la nouvelle génération, loin de la stagnation du théâtre d'art. Stanislavski voyait les studios comme les enfants du roi Lear. En suivant leurs ambitions personnelles, ses disciples l'avaient bafoué. Mais le travail quotidien se poursuivait. Le système continuait d'être enseigné, expérimenté par les assistants de Stanislavski, qui, lui, explorait encore de nouvelles lignes théoriques du système. Il fit campagne en faveur d'un réseau d'ateliers régionaux d'art dramatique et de centres de la jeunesse. Le théâtre d'art en serait le centre névralgique. Stanislavski était convaincu que ces studios seraient le point de rencontre entre la vieille garde et la nouvelle. Le système serait la base officielle d'une tradition continue du jeu de l'acteur. Mais personne ne semblait l'écouter. Une nouvelle fois, on le prit pour un rêveur impénitent, pour un homme obsédé par ses idéaux. Mais maintenant encore, au nadir de sa carrière, Stanislavski allait inspirer une nouvelle forme de théâtre. Invité par Vartangov, il forma et fit répéter un groupe de juifs palestiniens qui vivaient et travaillaient en Russie soviétique. Stanislavski s'immergea totalement dans les anciennes traditions de la culture juive. Ce fut le moment de la création de la compagnie Habima, la fondation du théâtre juif moderne. Il fallait à tout prix remporter un succès. Stanislavski travaillait avec ardeur au miracle qui prouverait que son théâtre était digne de la société soviétique. La Pravda annonça: Le théâtre d'art, qui n'a pas donné une seule production nouvelle durant les 3 dernières années, a décidé de présenter le Caïn de Byron. C'était un drame romantique qui sondait les principes cosmiques du bien et du mal. Stanislavski avait projeté un mystère. Le texte avait été largement travaillé afin de trouver des analogies contemporaines. Lucifer, un anarchiste, et Caïn, l'éternel rebelle, Lénine lui-même. Caïn déconcerta totalement le public ouvrier. Il ne fut donné que 8 fois. La gauche radicale devenait féroce. Mais maintenant, le courant politique commençait à aller contre eux. Le sentiment officiel grandit que les radicaux avaient été autorisés à aller trop loin. Lunarcharsky allait bientôt appeler à un retour aux valeurs du passé. Nemirovitch pensa que le danger de l'extrême gauche était écarté.
Même Meyerhold déclara publiquement que Stanislavski devait être réhabilité. Il l'appela le Michel-Ange du théâtre. Le prolet culte avait échoué à créer un art de qualité. En 1921, la famine en Russie était si atroce que les polémiques entre factions culturelles semblaient vaines. 21 millions d'êtres avaient quitté leur maison à la recherche d'une nourriture qui n'existait pas. Des millions d'êtres moururent de faim ou disparurent au cours du programme de nettoyage de classe. C'est alors qu'une série de tragédies personnelles terrassa Stanislavski. Evgeny Vartangov mourut d'un cancer de l'estomac à l'âge de 29 ans. Stanislavski ne supporta pas cette perte. Plus tard, il allait dire « De toute ma vie, j'ai seulement eu un élève et demi. Seul Soulerjitsky m'a entièrement compris. Et Vartangov, à moitié. » En dépit de son stoïcisme apparent, Stanislavski pleura aussi lorsque sa belle maison fut réquisitionnée pour devenir un garage de la Tchéka, la police politique. Lunarcharski persuada Lénine de lui attribuer une autre maison, rue Léontievski. Il était temps d'opérer un repli tactique. Stanislavski était toujours isolé dans sa vie créative. Le théâtre d'art était totalement à court de fonds et la bataille idéologique continuait de faire rage. Stanislavski obtint de Lénine la permission de partir pour l'Ouest en tournée avec une troupe. Il allait être absent 2 ans. Après un long rejet dans son pays, il allait connaître une renaissance spirituelle. Le monde du théâtre l'attendait les bras ouverts. Il connut à nouveau les joies d'être adulé. À nouveau, il fut accueilli comme un prophète. Il avait 59 ans. Un nouveau chapitre allait commencer. Cette aventure allait immortaliser Stanislavski, changer pour toujours les styles d'interprétation et ouvrir au monde son système.